Sophie Gauthier, je suis vraiment ravie de t'accueillir ce matin. Enfin, c'est ce matin pour toi et cette fin d'après-midi pour moi. Bonjour. Bonjour. Pour qu'on puisse évoquer ensemble un sujet qui te passionne sûrement et en tout cas qui me passionne moi, qui est une nouvelle pratique expérimentale qui est mise en place au Québec, de ce que j'ai compris, qui est le PCR. Mais avant peut-être rentrer dans le sujet, peut-être que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs. Bon, alors, avec plaisir. Ça me fait, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. Je suis absolument ravie de pouvoir être avec vous pour parler de ce projet qui est absolument novateur au Québec, sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Si j'avais envie de me présenter à vous, je vous dirais que je suis avocate en droit de la famille depuis maintenant 32 ans. Je suis avocate depuis 32 ans. Le droit de la famille m'occupe depuis au moins 29 ans. Là. Les premières années, je ne faisais pas nécessairement du droit de la famille. Donc, calculez, là, vous pourrez connaître mon âge. Mais j'ai toujours été passionnée par le droit de la famille. Ça a été pour moi d'une façon naturelle la branche du droit dans laquelle je me suis dirigée. J'ai toujours travaillé, le droit de la famille, bien évidemment, c'est une pratique normalement qu'on pratique en cabinet privé au Québec. Je travaille au sein d'une étude installée à Québec depuis de nombreuses années qui s'appelle Verdon Armanda Gauthier. Je suis donc associée dans ce cabinet. Et ma pratique professionnelle, depuis le tout début, m'a permis de pouvoir m'impliquer dans la formation des avocats parce que j'étais au début impliquée dans ce qu'on appelle, nous, au Québec, l'Association du jeune barreau de Québec. Donc, les avocats de moins de 10 ans, c'est leur association professionnelle, entre guillemets. J'ai donc franchi tous les échelons de cette association jusqu'à en devenir présidente. Je me rappelle plus trop quelle année. Et par la suite, j'ai intégré le barreau de Québec, qui est l'association des avocats de tous les avocats de notre district, et également le barreau du Québec, qui est l'organe provincial qui s'occupe des avocats. Donc, à travers cette implication professionnelle-là, j'ai pu développer et exprimer aussi le désir que j'avais de mettre en place une formation pour les avocats et les avocates de qualité. Donc, j'étais responsable de l'offre de formation. Règle générale, c'était à peu près ça mes responsabilités. Et à travers la responsabilité d'organiser les formations pour les avocats, j'ai développé beaucoup de contacts et de réseaux avec des professionnels qui travaillent dans des domaines connexes à ceux du droit et avec lesquels on doit travailler en interdisciplinarité. Et là, ici, je parle des travailleurs sociaux, des psychologues, psychiatres, etc., etc. J'avais, moi, toujours comme idée que les avocats n'étaient pas suffisamment formés à l'école, à l'université et au barreau, avec une formation essentiellement juridique. Parce que le droit de la famille, c'est un droit qui est excessivement proche de la nature humaine. On travaille avec la nature humaine qui est, ma foi, fort complexe. Et notre formation ne nous prépare pas du tout à faire face à tout ça. Et moi-même m'étant retrouvée très démunie face à des enjeux absolument majeurs dans lesquels je devais travailler au sein des dossiers en matière familiale, j'avais envie d'aller voir plus loin, j'avais besoin d'acquérir une compréhension supplémentaire, une formation qui me permettait d'avoir une compréhension plus large, plus intéressante de tous ces phénomènes-là. Cette lumière-là, pour moi, s'est allumée quand, à un certain moment donné, je suis allée à une formation qui était offerte par l'Ordre des psychologues, qui est l'équivalent du barreau du Québec, mais pour les psychologues au Québec. C'était une formation qui était centrée sur, le titre, je me rappelle, c'était « Les aléas des troubles de la personnalité sur les capacités parentales ». C'était une formation qui durait 2 jours et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça devrait être intéressant. Je suis donc allée, j'étais la seule avocate parmi une centaine de psychologues et je me disais au début, mais je ne comprendrai rien des termes qu'ils vont utiliser, ça sera pour moi absolument le néant dans la compréhension de tout ce qui va se dire, mais au contraire,
Je comprenais très bien. Et ça a ouvert un horizon immense pour moi de compréhension qui m'a permis par la suite de lire, de regarder et d'analyser les expertises psychosociales et les rapports psychologiques avec lesquels je devais travailler dans mes dossiers sous un angle beaucoup plus intéressant. En fait, je comprenais maintenant ce que je disais de façon beaucoup plus importante. Et je me suis dit, c'est pas seulement moi qui devrais avoir accès à ça, mais la majorité des avocats. Donc, c'est un petit peu long pour dire que la manière dont j'ai développé ma pratique a fait en sorte que pour moi, l'interdisciplinarité et la nécessité pour les avocats d'aller regarder la manière dont les intervenants qui travaillent dans nos dossiers travaillent, les raisons pour lesquelles ils le font, est importante. Ce qui fait que je me suis construite comme avocate avec ce souci-là de toujours avoir une vision plus globale. Bon. Une vision globale parce que les limites de la matière et les limites de notre formation en tant qu'avocat et poussé par l'envie d'aller chercher ailleurs peut-être des outils de compréhension. Et aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment une conviction pour toi, l'interdisciplinarité dans la pratique professionnelle. Non seulement c'est une conviction, mais je monterais facilement aux barricades pour obliger le barreau du Québec à demander aux avocats qui pratiquent en matière familiale une formation minimale en matière de psychologie, tout ce qui s'appelle l'aspect psychosocial de nos dossiers. Moi, j'aurais, parce que pour l'instant, les seules obligations qu'un avocat a, peu importe, toute catégorie confondue, peu importe le domaine du droit dans lequel on travaille, tout ce qu'on a comme obligation de formation, c'est de faire 30 heures de formation continue sur 2 ans. Dans n'importe quel domaine. Alors, je pourrais, moi, accomplir mon obligation de formation en matière de droit de l'entreprise et continuer à travailler en droit de la famille, mais c'est absolument inadéquat parce que moi, je suis convaincue qu'un avocat qui travaille en droit de la famille a l'obligation d'aller se former en psychosocial, d'avoir une vision plus large de ce que c'est son travail parce que ça ne se limite absolument pas aux règles de droit là, du tout, du tout, du tout. Ok, du coup, ça a changé ta pratique? Oui, ça a changé ma pratique. Ça a changé ma pratique, ça l'a influencé nécessairement parce que en ayant cette connaissance-là supplémentaire, ben je n'étais pas en mesure de regarder mon rôle d'avocate comme un rôle traditionnel. Les avocats sont formés à avoir un ADN de litige. On a un ADN de litige, hein, c'est l'un contre l'autre, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est sûr qu'en matière familiale, on a toujours un peu une notion plus douce de ce litige-là parce que les enjeux sont différents. Mais quand même, ce ne sont pas seulement des avocats qui pratiquent essentiellement en droit de la famille, qui travaillent dans des dossiers en droit de la famille. Je peux me retrouver avec un adversaire qui n'a jamais fait de droit de la famille et qui, lui, est complètement rompu aux règles de l'adversité et qui a besoin absolument de gagner. Donc, c'est sûr que ça devient cette situation-là m'a forcé à repenser notre rôle parce que pour moi, il est essentiel d'avoir une vision supplémentaire, je ne peux pas, moi, bien agir, bien servir un client, rendre les gens contents de mes services en me contentant de leur faire gagner ou perdre leur dossier. Parce que, en bout de piste, un gagnant peut devenir un perdant facilement et un perdant peut devenir un gagnant aussi facilement. Les enjeux, le bien-être de leurs enfants, à court terme, ça peut être un gain, mais à long terme, ça peut devenir aussi un échec cuisant sur la réorganisation familiale. Alors, ça m'a forcé à repenser mon rôle. Et puis, à travers mon cheminement professionnel, j'ai eu une immense chance d'avoir sur ma route des gens qui m'ont introduit à l'univers de la recherche et du partenariat de recherche universitaire et communautaire.
J'ai donc intégré des partenariats de recherche, un partenariat particulièrement intéressant qui s'appelle l'ARUC, Alliance de recherche universitaire et communautaire, qui était subventionné par le gouvernement fédéral pour partir des projets qui tournaient autour de l'idée de la recomposition de la séparation familiale. Et là, j'ai rencontré des professeurs d'université, des chercheurs, des intervenants dans le milieu de la séparation familiale. J'ai pu encore plus élargir mes horizons puis avoir une vision non seulement sur ce qui est, mais sur ce qui devrait être. Parce que les chercheurs universitaires ont cette qualité-là oui, regarder ce qui se fait présentement, mais de surtout aller voir qu'est-ce qu'on devrait faire plus loin pour améliorer tout ça. Et le fait que moi, j'ai été déléguée par le Barreau du Québec pour travailler dans ce partenariat-là, bien, j'apportais la vision des avocats à l'intérieur de toutes les questions qui touchaient la recomposition et la séparation familiale. Donc, toutes ces rencontres-là, riches d'échanges, de visions différentes, ça me construit et ça m'a amené à réfléchir à toutes sortes de choses. Et mon implication au barreau m'avait déjà positionnée dans l'échiquier de façon plus, je dirais, pertinente lorsque des situations ou des projets faisaient surface. Bien, on me consultait pour savoir si ça pouvait se faire ou pas, parce que j'avais déjà une longueur d'avance sur toutes ces réflexions-là, ce qui fait que ben, c'est de façon naturelle, pas parce que je le voulais, mais parce que j'aimais ça. Ben, j'ai pu réussir à avoir tous les outils qui m'ont permis de pousser ma réflexion encore plus loin. Donc, je suis une personne chanceuse. Sur ma route, j'ai croisé vraiment des gens. Oui, souvent, c'est une question de rencontre comme la nôtre où on s'est rencontrés oui. lors d'une présentation du coaching coparental à Bourgoin-Jallieu. C'était comme par leur présentation faite par Lorraine Fillon, où tu es venue également nous présenter du coup cette nouvelle pratique dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, c'est des synchronicités, des rencontres qui se font et qui amènent sur d'autres voies et d'autres perspectives. Alors du coup, nourri de tout cela, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette expérimentation de nouvelles pratiques? Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique professionnelle? Qu'est-ce que tu as pu faire comme constat de ce modèle judiciaire familial que je ne connais pas au Québec? Peut-être que tu peux aussi nous le présenter pour voir éventuellement les limites, pour qu'on puisse nous voir également en France par rapport à notre modèle judiciaire, quelles sont les limites et mieux comprendre tout l'intérêt de ces nouvelles pratiques qui existent au Canada et au Québec. En fait, petite parenthèse minuscule, Lorraine Fillon est justement une des personnes qui est mise sur ma route, qui m'a introduit à ce partenariat de recherche-là. C'est drôle, hein? Donc, on se retrouve partout à travers nos chemins. En fait, l'idée du PCR est née d'une frustration. J'ai déjà lu une auteure, Fred Vargas, qui disait que les idées naissent de la frustration ou le changement vient de la frustration. Donc, j'étais très frustrée de voir la façon dont le modèle traditionnel de nos tribunaux accueillait des situations de conflit parental très élevés où on faisait face à des parents qui étaient en rupture de lien avec leurs enfants ou qui avaient des difficultés marquées au niveau de l'exercice de leur droit d'accès. Avant de vous parler du PCR, et je vais faire une plus grande parenthèse pour vous raconter un peu comment nous, au Québec, le système juridique est fait. Là, je vais tenter de le faire de manière très résumée. La Cour supérieure est celle qui doit juger de toutes les situations de séparation, que ce soit des gens qui soient mariés ou des conjoints de fait. Donc, toutes les questions de garde d'enfants, pension alimentaire, partage de patrimoine, c'est la Cour supérieure qui est en juridiction pour ça. La Cour supérieure, nous, ce sont des juges qui sont nommés par le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada. Et ce ne sont pas des juges sont nommés parmi les avocats qui ont plus de 10 ans de pratique. C'est un processus de nomination bien particulier.
qui fait qu'une fois qu'un avocat est nommé juge, il a, lui, garanti à vie, pour garantir l'indépendance judiciaire, ben, il est nommé à vie et payé par le gouvernement fédéral, le traitement financier excessivement avantageux avec fonds de pension, etc., pour garantir encore une fois leur indépendance judiciaire. Bon. Donc, c'est les juges de la Cour supérieure qui sont nommés pour entendre des dossiers en matière familiale. Cour supérieure qui peut entendre toutes sortes de dossiers. Cour supérieure aux juridictions en matière de droit immobilier, droit des affaires, droit civil, droit criminel, droit familial. Donc, c'est une juridiction de droit commun. Il y a aussi une juridiction de la Cour du Québec qui, elle, est la juridiction qui va entendre les situations, les juges nommés par le gouvernement du Québec, pour des cas de ce qu'on appelle, nous, le DPJ, de protection de la jeunesse. Alors, protection de la jeunesse, c'est lorsque la situation d'un enfant, sa santé, son développement est compromis, il y a une prise en charge et la juridiction de la Cour du Québec va s'exercer de manière exclusive dans ces situations-là. Je sais que dans plusieurs pays, il y a une juridiction unifiée. En fait, il y a une Cour unifiée de la famille que les juges vont regarder et être saisis des situations de protection comme des situations de séparation usuelles. Mais dans notre cas, ce n'est pas la même chose. Ce qui fait qu'il peut y avoir, par exemple, une situation en cour supérieure où moi, je vais demander, par exemple, la garde d'un enfant dans un cas de séparation et qu'au cours du dossier en cour supérieure, il puisse y avoir une situation de compromission. Par exemple, le parent peut devenir très inadéquat puis mettre la santé et la sécurité de l'enfant en danger. Et à ce moment-là, ce sera la Cour du Québec qui aura une juridiction exclusive pour s'occuper de la situation. Donc, la Cour supérieure va comme, entre guillemets, suspendre ce qu'elle devrait faire dans ce dossier-là. Donc, nous, lorsqu'on veut avoir affaire en Cour supérieure, parce que moi, je travaille majoritairement en Cour supérieure, là, je ne vous parlerai pas des dossiers en protection, ben moi, je vais introduire une procédure devant le tribunal pour demander la garde de l'enfant ou des droits d'accès. J'ai accès quand même assez rapidement sur demande judiciaire. J'ai accès à un juge pour obtenir les conclusions qui sont dans ma demande. Et comme il se peut que cette demande-là ne soit entendue que dans quelques mois, puisque je dois quand même faire face à certains délais judiciaires avant de pouvoir être entendue en long et en large dans mon dossier, ben, j'ai accès avant cette ultime audience-là, à des ordonnances de sauvegarde. C'est comme ça qu'on les appelle, pour des questions plus urgentes. Donc, moi, j'étais confrontée à la situation où, par exemple, si je représente un père qui voit son enfant ne plus vouloir aller chez lui, où on suspecte peut-être une situation d'aliénation parentale, je sais que c'est un terme qui est galvaudé un peu, mais servons-nous-en tout de même pour illustrer. Ben, si je veux demander l'intervention d'un juge pour que ça cesse, pour que, par exemple, la mère qui fait des mauvais comportements, etc., ben, je vais avoir accès à une décision en urgence. Je demande à un juge de faire des interventions en urgence, mais ce n'est pas un forum qui est adéquat pour être capable de bien expliquer une situation parce que, règle générale, je vais avoir peut-être 30 minutes pour expliquer au juge qu'est-ce que c'est la problématique, puis il n'y a pas de témoins qui sont entendus. Donc, j'étais souvent confrontée à une très grande frustration de ne pas être capable de faire quelque chose rapidement. Je pouvais peut-être demander en sauvegarde une expertise psychosociale. L'expertise psychosociale qui probablement, que vous avez probablement comme équivalent chez vous. Mais ça prend du temps à faire. Hein? Je ne sais pas chez vous comment ça s'appelle, mais c'est long. Ça prend peut-être, chez nous, c'est 3 à 4 mois. Puis une fois que cette expertise-là a pris la photo de la situation de la famille, ben, il n'en reste pas moins que c'est une photo essentiellement. Je n'ai pas d'outils d'intervention qui sont à l'intérieur de ce processus. Fait que je me ramassais peut-être 5 mois plus tard avec une expertise psychosociale qui mettait le doigt, qui donnait le diagnostic, mais je n'avais pas accès aux outils pour traiter le diagnostic. Et le juge pouvait, lui, m'entendre seulement peut-être 2 ou 3 mois après. Ce qui fait un parent qui voyait son enfant s'éloigner de lui et qui avait une rupture de contact pouvait facilement être pendant 8 à 10 mois, 12 mois sans secours, sans appui judiciaire pour faire arrêter la situation. Et ça me rendait folle parce que je ne pouvais pas comprendre que le système judiciaire n'était pas capable de faire mieux,
Donc, j'ai rencontré à un certain moment donné, durant une formation que j'avais organisée qui tournait autour de l'aliénation parentale, Francine Cyr, qui est une psychologue de Montréal, clinicienne, experte, professeure d'université, et une autre juge. C'est drôle parce qu'on s'est rencontrés dans la toilette des femmes où, après la conférence, on placotait, comme les... On se disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas rien faire. On ne peut pas faire le constat que le système judiciaire n'est pas correct, n'est pas adéquat, puis rien faire. Donc, on s'est dit, OK, on fait quelque chose, on réfléchit. Et tout est parti de là. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux, pour que ça soit plus rapide, puis qu'on arrête de perdre du temps. Donc, je passerai tous les détails, mais on a été très chanceux dans notre démarche parce qu'on a eu des appuis de partout et je sais être très convaincante avec les instances pour avoir des appuis. Donc, on a créé un modèle qu'on n'a pas inventé là, dans les nuages en réfléchissant là, sur le coin d'une table. Au contraire, on a fait des démarches de recherche partout à travers le monde pour savoir qu'est-ce qui se faisait, parce qu'on avait été capable d'avoir des budgets de recherche et il en est sorti un projet qu'on trouvait intéressant. C'est un projet qui tourne autour de la collaboration interdisciplinaire des 3 acteurs principaux qui vont devoir travailler dans une situation hyper conflictuelle, les juges, les psychologues, les travailleurs sociaux et les avocats. Alors, les psychologues, travailleurs sociaux, pour moi, c'est la gang des psychosociaux. Donc, 3 acteurs principaux, avocats, juges, psychosocial. On s'est rendu compte qu'on avait des limites. Hein? Les juges, lorsqu'ils sont face à une situation comme ça, où ils voient qu'il y a une rupture de contact ou des difficultés d'accès, chez nous, le juge ne peut pas ordonner de thérapie à un parent. Il ne peut pas dire, monsieur, madame, allez en thérapie parce que visiblement, vous n'avez absolument aucune bonne manière d'agir. Chez nous, au Québec, les juges ne demeurent pas saisis des dossiers. Un juge va entendre une histoire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans une ordonnance de sauvegarde pendant 30 minutes, va rendre une décision, mais ne suivra pas l'histoire judiciaire du dossier. Alors, j'étais donc confrontée à la possibilité qu'avant d'arriver au terme d'une audition en bonne et due forme, plusieurs juges puissent avoir été appelés à se prononcer dans une situation. Donc, la marge d'erreur augmentait à chaque fois et la pratique judiciaire veut que le juge n'est pas saisi d'une situation. Le seul outil que les juges avaient avant PCR, c'était une expertise psychosociale traditionnelle qui fait l'analyse de la famille. Et pour moi, l'expertise traditionnelle, c'est très pratique là, et je ne m'en passerai pas, mais ça reste que ce n'est qu'une photo, ce n'est pas un outil d'intervention. Donc, ça, c'était les limites du juge. Les limites des psychosociaux, ben, eux autres, les psychosociaux, lorsqu'ils font des expertises psychosociales, ne font que des recommandations et les psychosociaux n'ont pas de suivi par la suite, malgré toute la connaissance qu'ils ont de la dynamique de la famille, n'ont pas le pouvoir de faire une intervention pour corriger la situation par la suite. Ils sont aussi liés par le secret professionnel. Et pour les avocats, nous, donc, premièrement, notre ADN est mal construit par rapport au fait qu'on a comme idée qu'on doit donner satisfaction à notre client et gagner la cause. On est lié par le secret professionnel, on a les mains liées un petit peu par ça. Et on n'a peut-être pas assez réfléchi à l'importance du rôle qu'on a d'influencer positivement nos clients. Et souvent, malheureusement, je trouve que plusieurs avocats se contentent essentiellement d'être des courroies de transmission et non pas des agents de changement et des agents d'amélioration pour soigner une situation familiale. Alors ça, c'était notre constat. Le modèle qu'on a trouvé dans le PCR, c'est un modèle judiciaire qui est adapté. Des interventions psychosociales qui sont nouvelles, qui n'existaient pas, qu'on a inventées. Des avocats et des parents qui s'engagent à collaborer, qui signent des engagements vraiment précis, des avocats qui signent un engagement qui va au-delà de leurs obligations déontologiques et légales, usuelles. Et on a imaginé aussi une communication fluide, nécessaire et obligatoire entre les trois pôles qui travaillent avec la famille, le juge, les avocats et les psychosociaux, pour que le travail en interdisciplinarité, soit efficace. Si je comprends bien, Sophie,
Avant de peut-être de rentrer dans le détail de la présentation, d'ailleurs PCR, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de quoi? PCA, c'est... voyons. Moi aussi, je parle beaucoup en acronyme et puis du coup, Du coup, c'est un acronyme que... voyons, PCA, on c'est... l'utilise tellement souvent que du coup, après, oui, je c'est sais ça. que C'est parentalité, conflit, résolution. Excusez-moi, j'avais un absolu blanc. Parentalité, conflit, résolution. parentalité, conflit, résolution. Donc, Oui. c'est la limite du système judiciaire à la réponse dans des situations de haut conflit où, si je comprends bien, pour bien faire le miroir par rapport à nos procédures judiciaires en France, vous n'avez pas tout ce qui est procédure d'urgence, référé, saisine à délai très court, hormis tout ce qui est saisine par ordonnance, où tu as une présentation en 30 minutes où le juge rend une ordonnance sur une situation avant que le dossier soit étudié de manière globale devant la Cour suprême un peu plus tard, ou ces fameuses ordonnances qui peuvent aussi ordonner une expertise médico-psychologique comme nous avons également en France. Mais il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de procédure d'urgence, où cette procédure d'urgence est cette fameuse saisine par ordonnance. Et il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Seulement que la possibilité de pouvoir obtenir une sauvegarde au cours de laquelle on a essentiellement le droit de faire une preuve sur déclaration sommaire. Donc, personne n'est entendu. Ce sont essentiellement les avocats qui doivent plaider, seulement les parents qui vont faire des déclarations sous serment qu'on appelle. C'est la règle de pratique qui encadre les sauvegardes est différente d'un district judiciaire à l'autre. Mais nous, dans notre district judiciaire, alors, la seule manière, c'est de déposer, c'est essentiellement sur dossier, c'est de la lecture et de la plaidoirie d'avocat, avec des restrictions au niveau de ce qu'on peut avoir comme écrit au niveau du nombre de pages. OK. Donc, la procédure sur sauvegarde, c'est ce que tu appelais la procédure, la saisine de la protection judiciaire et de la jeunesse, ou pas du tout? C'est vraiment une procédure sauvegarde ordonnance que sur dossier? La procédure de sauvegarde, c'est essentiellement une procédure qui concerne les dossiers de garde d'enfants, de pension alimentaire, etc., etc. Toutes les situations où on n'est pas confronté à une situation où la santé et la sécurité des enfants est en danger. Quand c'est ça, OK. là, c'est la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, qui va saisir la situation et qui a, elle, les pouvoirs pour aller vraiment, dès que la santé et la sécurité des enfants est compromise, c'est une juridiction exclusive de la Cour du Québec. Et là, c'est d'autres choses. En sachant que quand tu parles de situation de haut conflit, voilà, santé, sécurité, tu as tout un débat. Par l'exemple que tu donnais, où tu as un des parents où il y a eu une rupture de lien. Voilà, on ne sait jamais trop si c'est dans la santé, sécurité, ou si c'est d'une procédure voie normale. C'est toujours très compliqué en termes de preuve et de compréhension, d'orienter d'un côté comme de l'autre. Et donc, dans la procédure sur sauvegarde, c'est que sur dossier, il n'y a pas, et les personnes sont entendues par audition, c'est ça? Les personnes sont entendues sur déclaration sous serment. Ce ne sont que les avocats qui vont avoir le droit de parler, de faire de la plaidoirie, de plaider au juge qu'il y a une intervention qui est nécessaire. Ce que vous soulevez par rapport à, je me permets de dire que dans les situations où il y a une rupture de lien, où on soupçonne de l'aliénation parentale, vous comprendrez que la juridiction de la Cour supérieure et celle de la Cour du Québec, quand on parle de santé et sécurité compromise dans une situation d'un enfant, les juridictions se touchent beaucoup. Alors, Oui. c'est une juridiction c'est ça. Alors, ça se touche beaucoup. Donc, jusqu'où une situation est compromise ou pas? Exactement, c'est ça, tout à fait. Et quand nous, on est dans ces débats un peu judiciaires, en pratique, on a des familles qui vivent des situations humaines infernales, et c'est là où la réponse judiciaire devrait être le plus rapide, ou en tout cas qu'il y ait un cadre
comme tu le disais, où il y a une intervention avec de la construction, de la co-construction, de la collaboration, et c'est essentiel que ce soit présent et vite, alors que de ce que tu décris et ce que l'on peut également décrire en France, c'est une photo à un instant T d'une situation qui peut avoir évolué entre la photo qu'on a fait à un moment donné par l'expertise, par exemple, et puis le moment où c'est jugé devant les instances judiciaires. Voilà, c'est le constat d'un échec enfin, pas d'un échec, mais le constat des limites de la procédure judiciaire et la nécessité du coup de réinventer ou d'inventer autre chose et d'aller voir ailleurs pour pouvoir proposer autre chose. Oui, c'est majeur parce que lorsque disons qu'on est dans une situation d'aliénation parentale où on juge que la santé, la sécurité des enfants est compromise et que la Cour du Québec va faire une intervention, donc qu'ils vont prendre en charge le dossier. Lorsque la Cour du Québec intervient dans ces cas-là, ils ont, eux, les outils pour aller faire du travail dans la famille parce que leurs pouvoirs sont différents. Mais lorsqu'on n'est pas là, lorsqu'ils vont dire, ben, c'est pas assez grave, mais c'est quand même grave, mais c'est pas assez grave, on n'intervient pas. Ils vont dire, organisez-vous en cour supérieure. Mais la cour supérieure, le seul outil dont elle dispose, c'est faire une expertise psychosociale. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Je comprends. Et donc, du coup, pour revenir au PCRR, parentalité, conflit, résolution. Tu es allé, ce que je comprends, tu es allé, alors un budget recherche, vraiment, je suis admirative. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau comme le doux son d'un budget recherche pour aller voir tout ce qui peut exister dans le monde et puis proposer un modèle. Tu es allé voir quel type de modèle tu es allé voir? Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup? Moi, j'ai travaillé beaucoup, c'est Francine Cyr avec qui j'ai travaillé beaucoup pour cet aspect-là de la conception du PCR. On a beaucoup regardé, franchement, l'Australie sont extraordinaires sur la façon dont ils interviennent. On a été voir ce qui se faisait en Israël. Les États-Unis nous ont beaucoup inspirés, surtout pour un modèle qu'on a importé et qu'on a remis un peu aussi à la sauce québécoise, qui fait partie d'un des 2 outils psychosociaux qu'on a dans le PCR, qui est, nous on appelle ça le programme FAY, pour faire équipe pour les enfants. C'est un programme qui a été mis sur pied au Massachusetts, je crois, par Dr. Owen, qui était à l'origine des rencontres au cours de lesquelles les parents devaient se rendre, des rencontres de groupe avec des parents qui présentaient des caractéristiques très conflictuelles. Je pense que c'était originalement 9 séances de 3 heures avec ces parents-là pour les aider à cheminer, mais nous, on ne pouvait pas se permettre ça. On a quand même créé, dans le PCR1, on avait obligatoirement, quand les parents font partie du PCR, ils devaient participer à 3 séances de 3 heures. C'était des séances de groupe qui n'étaient pas, c'est pas de la psychothérapie, comme je l'ai dit, au Québec, on ne peut pas ordonner de la psychothérapie. Donc, c'était pas une séance de psychothérapie de groupe, c'était pas non plus juste une séance d'information. C'est que c'est une séance où de 6 à 8 parents par groupe, là, comme par exemple le matin, il y a le parent 1 qui est là, puis l'après-midi, c'est le parent 2. Là, on s'entend qu'on ne met pas les 2 parents d'une même famille conflictuelle ensemble. Qui vont avoir accès à un programme, on appelle ça un programme psychoéducatif de groupe. Les parents vont avoir des informations, puis vont faire des échanges sur les habiletés de communication, les impacts de la chicane sur les enfants, toutes sortes de sujets qui sont fort importants pour eux. C'est des ateliers à travers lesquels ils vont avoir de l'introspection à faire, qui est animé par, Programme FAY est animé par deux animateurs qui sont des travailleurs sociaux, qui vont permettre aux parents de faire des échanges. Donc, c'est drôle parce que, par exemple, dans un groupe FAY, le matin, je peux me retrouver avec un père qui est victime d'aliénation parentale, puis une mère, elle, qui fait de l'aliénation parentale. Donc, ce parent-là, lui, qui a le goût qui n'a pas nécessairement des bonnes
des bonnes pensées à l'égard de la mère de ses enfants qui le prive de ses enfants, va entendre parler une femme qui, elle, n'est pas la mère de ses enfants, donc il est peut-être capable d'entendre des choses différentes que ce que normalement ils vont entendre. Et de la même chose pour elle, hein, qui est peut-être confrontée avec un homme qui n'est pas son ex-conjoint, qui va parler de la douleur qu'il a de ne pas avoir ses enfants. Donc, ça crée des échanges qui sont très riches. Très riche, ouais. Ça me Ouais. fait penser à la justice restaurative, un peu. Peut-être. Peut-être. Quelque chose d'un peu de ça, parce que de ce que j'ai comme commentaire sur l'expérience des parents dans le programme FAY, c'est que ça leur permet de voir l'autre côté de la médaille, d'avoir aussi la sensation qu'ils ne sont pas seuls, d'échanger avec des gens qui ont des situations qui sont pires que la leur ou moins pires que la leur. Ça leur permet de mieux se positionner et surtout aussi d'avoir d'être capable de comprendre puis d'accueillir des commentaires puis des conseils différents. Ils sont dans un mode, on les met en mode, on leur permet d'accueillir des informations qui autrement ne seraient pas accueillies par eux parce que on leur ouvre des portes. On ouvre des portes dans leur tête de compréhension, d'acceptation. Donc, dans le cadre du PCR, quand les gens acceptent de faire partie du PCR, parce que la première chose que les parents doivent faire, c'est accepter le PCR, on ne leur donne pas. Hein, c'est quelque chose qui est accepté et qui est convenu entre les parents. Pour pouvoir participer, il faut absolument qu'il y ait un prérequis de participation au programme FAY. Donc, c'est 2 séances de 3 heures. Ça demande quand même un effort pour les parents et pour nous, c'était le gage c'était un gage pour s'assurer que les parents arrivent à l'intérieur de ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est un travail beaucoup plus intrusif, avec certains prérequis. Parce que nous, on est subventionné par le gouvernement du Québec. Hein, le programme FAY, là, on a une subvention. Le gouvernement du Québec paye. Les gens vont là gratuitement. Les avocats ne sont pas payés, là, ça demeure encore une responsabilité des parents, mais ces services-là sont offerts gratuitement dans le cadre du projet pilote. Oui, donc 3 séances dans ce programme FAY qui est subventionné par le gouvernement du Québec. C'est chapeau, c'est un changement de paradigme complet dans la façon de résoudre le conflit. Donc, et on a le gouvernement, le ministère de la Justice, je pense que le gouvernement du Québec est précurseur. Hein. Nous, la médiation familiale là, est gratuite depuis des années au Québec. Les gens, lorsqu'ils se séparent et qu'il y a des enfants qui sont en jeu, même des enfants majeurs, ont droit à des séances de médiation gratuites, de 5 heures de médiation gratuite. Donc, c'est pas rien, c'est quelque chose d'extraordinaire. 5 heures, oui, c'est pas rien, en effet. Et alors, du coup, tu parlais de l'Australie, d'Israël, des États-Unis avec le programme FAY que je ne connaissais pas. C'est ultra intéressant parce que ça fait des liens, en effet, avec la justice restaurative dont on entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on a un film qui est sorti dernièrement sur ce sujet-là et qui a fait grand débat. Et donc, et d'autres endroits où tu es allé comme ça puiser des choses, des références? C'est déjà loin dans ma tête, mais si je me souviens bien, parce qu'on roule quand même ce projet-là depuis plusieurs années, je pense qu'on est allé voir quelque chose au Royaume-Uni, mais là, ma mémoire fait défaut. Ma mémoire fait défaut, mais c'est vraiment, je dirais, majoritairement l'Australie qui avait attiré notre attention, vers laquelle on a dirigé la majorité de nos réflexions, parce qu'ils ont vraiment, eux, un programme de droit de la famille, je dirais extraordinaire. Leur gouvernement a beaucoup, beaucoup, beaucoup subventionné cette sphère-là de leur activité. C'est extraordinaire. Ils ont des choses en Australie, en Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment très hot. D'ailleurs, ils ont aussi un outil qu'on a importé qui s'appelle les DOORS, D-O-O-R-S, pour porte en français. Et dans le cheminement qu'on a fait de notre PCR, maintenant, on travaille avec l'outil des DOORS. Ils nous ont autorisé, les DOORS, ils nous ont autorisé à le traduire en français. On a fait une double traduction. Donc, maintenant, on utilise au Québec le DOORS de l'Australie. C'est quand même pas rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, j'ai appris dernièrement son existence et je trouve ça juste génial. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est les DOORS pour ceux qui le DOORS, le DOORS, j'aurais envie de dire un peu de mots, que c'est un outil de dépistage pour savoir
un outil de dépistage de triage d'un dossier en matière familiale. Les parents sont appelés à répondre à une multitude de questions et la personne reçoit ça, que ce soit un avocat, un psychosocial ou un juge, avec une analyse quand même assez poussée de la dynamique de la famille. C'est un outil de triage qui permet le moins possible d'oublier des paramètres pour aider la réflexion des gens qui travaillent avec la famille. C'est comme ça que je le décrirais. C'est vraiment complexe. Et comment dire? Oui, parce que la particularité au Canada et au Québec, c'est que vous appliquez la médiation et les différentes, ce qu'on dirait modes amiables et notamment le PCR, dans n'importe quelle situation de conflit, même quand il y a eu des violences intrafamiliales. Le PCR, on exclut les situations de violence conjugale. On l'exclut. Pour l'instant, je crois qu'on n'est pas en mesure de pouvoir offrir un environnement assez sécurisé puis adapté à une situation de violence conjugale. On les exclut, mais je ne dis pas qu'on a réussi à toutes les exclure. C'est la raison pour laquelle on a, à un certain moment donné, eu besoin d'aller chercher un outil de triage supplémentaire que sont les DORS, parce que il y a des situations de violence conjugale au premier abord qu'on ne voit pas et que c'est après un certain nombre d'heures de travail dans le dossier, on se rend compte qu'il y a une situation de violence qu'on n'avait pas vue. Et nous, on ne veut pas mettre une victime face à son bourreau là, dans une situation où c'est indiqué, mais c'est sûr qu'on a échappé certains dossiers de violence qui ont intégré le PCR. C'est un work in progress, ce qui concerne tout ça. La médiation familiale aussi, une personne peut facilement avoir ce qu'on appelle une dispense de médiation dans une situation où il y a de la violence conjugale. Parce que mais c'est pas une interdiction, c'est ça que je voulais dire, c'est que nous, c'est une disposition législative qui est venue interdire toute médiation dans ces cadres-là. Donc, vous appliquez un outil de dépistage et vous orientez pour une meilleure orientation en fait des dossiers. Oui, d'ailleurs, je trouve que votre initiative est quand même pas. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée d'exclure la médiation familiale dans une situation de violence conjugale. Je ne m'avance pas plus, mais c'est certain que faire une médiation dans ce genre de situation-là, c'est plus douteux, on va dire ça. OK. Alors, du coup, beaucoup d'inspiration, de recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant son inscription, l'inscription du PCR dans cet environnement judiciaire, aux côtés du coaching coparental, des conférences de règlement amiable? Est-ce que tu peux Vous le savez, oui. En fait, les conférences de règlement à l'amiable, ce qu'on a dans un processus judiciaire normal, c'est qu'on pourrait, par exemple, dans toute situation de séparation, avoir accès à une CRA, qui est une conférence de règlement à l'amiable. En fait, c'est un juge de la Cour supérieure qui va permettre aux parents de faire une séance de négociation sous l'égide d'un juge qui va aider les avocats à négocier. C'est quelque chose qui est super le fun, qui se fait souvent et qu'on utilise beaucoup, mais dans les situations très conflictuelles, souvent les parents vont mettre en échec tout ce genre comme la médiation, hein, c'est souvent des familles qui mettent en échec tous les modes de résolution des conflits traditionnels qu'on a mis de l'avant. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on invente le PCR. Le coaching parental aussi, même si on essaie de faire du coaching parental dans une situation à haut risque, on n'y arrivera pas. Donc, le PCR, lui, ça s'inscrit. Donc, je vais reprendre un petit peu. Le PCR, quand je vous ai dit qu'on avait développé deux outils psychosociaux, il y a le programme FAIT et l'idée novatrice aussi du PCR, c'est ce qu'on appelle l'IDF, qui, acronyme encore une fois, intervenant sur la dynamique familiale. Ça dit exactement ce que c'est. C'est un psychothérapeute qui va aller dans la famille faire une intervention sur la dynamique de la famille pour corriger une situation. Donc, le PCR, lui, il s'inscrit dans le cheminement judiciaire d'un dossier. Alors, les parents introduisent une requête. Je vous donne l'exemple. Prenons l'exemple d'une situation d'aliénation parentale, de rupture de contact.
j'introduis la requête, l'avocat de monsieur et de madame discutent et vont se dire peut-être que ça serait une bonne idée d'avoir un PCR dans ce dossier-là, ça nous permettrait de pouvoir trouver une solution à plus long terme. Les avocats s'entendent, les parents sont d'accord, on signe un formulaire, le juge qui est coordonnateur va regarder la situation, vérifier si on répond aux critères, s'il n'y a pas de violence conjugale, etc., etc. Et parce que c'est dans le PCR, on va avoir une ordonnance de gestion particulière, c'est-à-dire que la juge coordonnatrice en matière de la famille va confier le dossier à un juge unique. Donc, un juge pour faire exception, parce que normalement, les juges ne sont pas saisis des dossiers. Dans le PCR, on a le droit de faire ça. Il y a un juge qui va s'occuper de la famille. Fait que le juge il est désigné pour s'occuper de la famille. Et, bon, le juge, à partir du moment où le juge a le dossier, il va s'assurer que les parents vont aller suivre le programme FAY. Une fois que les parents vont avoir suivi le programme FAY, ben, les parents vont être invités à se rendre dans une salle de cours à une date déterminée. Et il y aura une audience qui va durer un gros maximum de 3 heures, au cours de laquelle chacun des parents va être appelé à exprimer son besoin, ce qu'il espère de voir faire cesser, ou c'est quoi ses ambitions dans la participation. Ouais, quelles sont ses attentes. Le parent va s'exprimer parce que son avocat lui aura dit « Monsieur, exprimez-vous » et lui aura demandé de préparer un petit texte qui devrait normalement… Le parent, normalement, là, notre schéma de base, devrait avoir 1 heure pour s'exprimer, mais l'expérience veut que c'est beaucoup moins long que ça. Il n'y a pas… Les avocats n'ont pas le droit de contre-interroger ni d'interroger. C'est essentiellement les parents qui vont parler. C'est sûr que si moi, mon client a de la misère à parler, je vais lui poser des questions pour l'aider à s'exprimer, mais l'autre avocat n'aura pas le droit de lui poser des questions pour le contre-interroger. Il n'y a aucune… les avocats doivent, en participant au PCR, signer un engagement de « je collabore, je n'ai pas le droit de contre-interroger, etc., etc., etc. » Donc, les avocats sont une place particulière quand même. Oui. Les avocats signent cet engagement-là et ils le savent, les avocats, ils doivent collaborer. Ils n'ont pas le droit d'être désagréables avec l'autre partie, d'être agressifs avec l'autre partie, de faire exprès pour antagoniser la situation. Non, c'est terminé. Les avocats n'ont pas le droit de faire ça. Et c'est un engagement qu'ils signent, là, qui est entériné par la Cour. Donc, l'avocat doit respecter. Même avant de participer au PCR, les avocats ont l'obligation de passer par une formation que moi, je vais leur donner pour leur dire comment agir. Parce qu'on voulait s'assurer que les avocats ne fassent pas ça n'importe comment. Donc, ils sont obligés de venir me voir et de parler avec moi pendant 1 heure à peu près. Là. Ça dure environ 1 heure. Et je leur dis de façon précise quelles sont leurs obligations. Donc, le juge dans le PCR va dire aux avocats et aux parents, venez dans la salle de cours, je vous assigne, il y a une audience. Et durant cette audience-là, il n'y a pas seulement les parents et les avocats qui vont être présents, mais il y a aussi l'IDF, l'intervenant sur la dynamique familiale, qui est un psychologue, psychothérapeute, payé par le gouvernement. Et cet intervenant-là va être dans la salle d'audience, va entendre parler tout le monde. Et à la fin de cette audience-là, le juge va s'adresser aux parents en leur disant, voici, vous êtes maintenant dans un processus de PCR, vous avez madame une telle qui est votre IDF, qui va vous aider à faire du travail dans votre dossier. Moi, le juge, je mandate l'IDF présente ici dans la salle de cours pour faire en sorte qu'il y ait une reprise de contact entre le parent X et l'enfant. Ça, c'est le juge qui donne un mandat judiciaire à l'IDF pour aller faire le travail avec les parents et il dit aux parents, je vous dis que vous avez l'obligation de collaborer parce que n'oubliez pas, vous avez signé, vous êtes d'accord pour collaborer et vous, les parents, les avocats, vous devez aussi aider vos clients à collaborer dans le processus parce que je veux des résultats. Je veux qu'il y ait une reprise de contact. Donc, tout le monde, à la fin de l'audition, prenne les rendez-vous pour les rencontres pour être certain que ça se fait et qu'on ne traîne pas de la patte pour éterniser le processus parce qu'il y a des parents, des fois, qui sont délinquants et qui ont avantage à ce que ça traîne, mais on s'assure que tout soit fait correctement. Et après cette séance-là, tout le monde part et le travail commence. Les rendez-vous sont pris, les rencontres sont effectuées, etc., etc. Dans l'idée du PCA, c'est que l'IDF doit faire un rapport au juge de l'avancée des progrès des parents. Parce que le juge demeure celui qui décide. Le juge a le pouvoir discrétionnaire de décider. Il ne peut pas déléguer son pouvoir de décision à l'IDF. L'IDF, il ne décide rien. L'IDF agit dans le cadre de son mandat. Et le juge doit savoir ce qui se passe. Donc, par exemple, si au cours du travail que les parents font avec l'IDF, l'IDF se rend compte que la mère ne collabore pas, l'IDF a l'obligation d'appeler l'avocat de la mère pour dire, par exemple,
maître un tel, votre cliente ne comprend pas la collaboration, je lui demande d'être présente avec l'enfant à telle place pour que monsieur puisse le voir et elle ne le fait pas, elle a toujours des excuses. Je vous demanderai de faire une intervention avec votre cliente. À défaut, je vais aviser la juge et immédiatement, il pourrait y avoir des représailles. Donc, l'obligation de l'IDF, c'est d'appeler l'avocat. L'avocat devra donc communiquer avec son client pour lui dire qu'il y a des choses qu'il doit corriger. Et là, c'est là où c'est important parce que le PCR, il se sert du lien de confiance que le client a avec son avocat pour aider le travail de l'IDF. Hein? Si le parent se fait dire par son propre avocat, Madame, t'es pas correct, là, ce que tu fais, c'est pas bien, puis ça risque d'avoir des conséquences, vous pouvez perdre la garde des enfants, ou etc., etc. Il y a de fortes chances que la mère se mobilise un peu plus et recommence à bien travailler avec l'IDF. Donc, on se sert de ce lien de confiance-là pour améliorer le travail de l'IDF. En même temps, si à un moment donné, la mère appelle son avocat pour dire Maître Untel, je trouve que l'IDF, dans notre dossier, elle prend toujours pour monsieur, je me sens pas à l'aise, on dirait que je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, etc., etc., je me sens pas bien. Alors, à ce moment-là, l'avocat a l'obligation, c'est une obligation, c'est pas peu, mais c'est doit, appeler l'IDF pour lui dire, voici, ma cliente a un certain malaise, pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est le travail que tu fais? L'IDF va expliquer le travail à l'avocat. L'avocat, après ça, va retourner auprès de sa cliente pour dire, écoutez, madame, je lui ai parlé, je pense que je suis absolument d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Faites-lui confiance, son travail est bon. Vous avez peut-être une mauvaise perception. Ça veut dire, encore une fois ici, on va se servir de ce que l'autre fait pour aller aider ce que l'autre doit faire. C'est vraiment... D'où une pluridisciplinarité, un travail d'équipe très important et forcément la nécessité de bien connaître la place de chacun dans, dans cette triangulaire ou dans cette équipe-là où il y a plusieurs intervenants, l'IDF, le juge, les avocats et les parents. Oui. J'ai une question qui me vient du coup parce que est-ce qu'au préalable, vous faites systématiquement des expertises médico-psychologiques pour comprendre quelle est la problématique familiale? Est-ce que c'est le rôle de l'IDF? Parce que ce que je comprends, l'IDF, lui, va prendre soin de la relation, c'est-à-dire qu'il va intervenir sur la relation. Mais par contre, les parents qui restent avec leurs problématiques peut-être même personnelles, est-ce que c'est un travail individuel qui est fait avec l'IDF? Est-ce que d'autres interviennent comme un coach, par exemple, qui pourrait venir soutenir ou l'avocat, comme tu le dis très bien, qui intervient et qui est là pour être dans un travail de collaboration en soutien? Comment ça se met en place? Parce que il y a l'intention et puis il y a aussi dans les actions des freins qui peuvent empêcher le bon déroulement de ce programme. C'est certain que dans une situation où on fait face à des comportements qui sont causés par des profils de personnalité particulièrement difficiles ou des gens qui présentent des troubles de personnalité ou des choses comme ça, que le changement des comportements peut devenir périlleux parce que ces gens-là sont vraiment réfractaires à toute forme de changement. Dans certaines situations, au cours d'un PCR, on peut demander une expertise psychosociale. Le juge peut ordonner une expertise psychosociale, mais il arrive aussi souvent qu'on fait un PCR et dans lequel il y a déjà des expertises psychosociales. Oui. En cours de PCR, on peut aussi, à un moment donné, l'IDF peut avoir comme recommandation, pas recommandation, mais comme constat que l'un des parents doit faire une démarche personnelle auprès d'un psychologue. Sinon, le travail n'avancera pas. Maintenant, c'est pas son travail à lui, en fait. C'est ça que je comprends. Que lui, il travaille sur la relation et dans l'objectif de restaurer une relation qui est une triangulaire entre parents et enfants. C'est-à-dire que chacun est un lien serein avec l'enfant, quelle que soit la problématique, mais il ne travaille pas de manière individuelle avec les parents, c'est ça? Non, il ne travaille pas de manière individuelle avec les parents. C'est vraiment,
En fait, c'est le thérapeute de la famille. Et toute la difficulté a été, à un certain moment donné, de définir le cadre thérapeutique de l'IDF. Parce que on avait besoin de bien déterminer quelles étaient les informations que l'IDF doit transmettre au juge. Le juge, lui, pour pouvoir décider, doit avoir de l'information assez suffisante pour être capable de rendre une décision. Le problème était que l'IDF se sentait des fois coincé avec ce qu'il pouvait dire au juge, étant donné qu'il avait établi un lien de confiance avec l'un ou l'autre des parents et que de dévoiler certaines choses pouvait briser ce lien de confiance-là. Donc, on se disait, mais l'IDF ne peut pas trop tout dire, sinon, ils ne seront pas capables de faire travailler les parents. Donc, pardon, je te coupe, mais il y a aussi des questions de secret professionnel, au-delà, bien entendu, de la notion de confiance. Il y a toutes ces questions-là aussi de confidentialité, de secret professionnel qui peuvent, sur lesquels vous avez sûrement dû travailler et qui peuvent enrayer le bon fonctionnement de la machine. Absolument, mais ça, dans les consentements qui sont signés, les parents consentent à la levée du secret professionnel pour que ces informations-là soient transmises. Mais le défi était quand même réel parce que le travail que ces psychologues-là doivent faire avec les parents doit quand même se faire à l'aide d'un lien de confiance qui s'installe. Donc, on a eu tellement de réflexions sur ce sujet-là et à un moment donné, on s'est dit tout simplement, le lien thérapeutique se construira plus difficilement, mais il se construira à l'intérieur de l'espace où les parents vont savoir que toute l'information pourra être transmise aux juges et aux avocats. Donc, c'est oui, le lien de confiance. Le lien de confiance pour mettre en place les efforts thérapeutiques va être peut-être plus difficile, mais c'est la seule façon qu'on a réussi à pouvoir arrimer ça avec la nécessaire avec le fait que le juge doit, pour exercer sa discrétion judiciaire, avoir des informations. Donc, c'est un exercice quand même délicat pour l'IDF de transmettre certaines informations ou pas. Je comprends qu'il ne transmet pas nécessairement tout. Il y a certaines petites choses qui peuvent être tues, mais en bout de piste, le juge doit avoir accès à... Le juge doit savoir pour rendre une décision. On ne peut pas rien lui cacher. Et en même temps, ça paraît totalement, j'ai une réflexion qui me vient, ça me paraît totalement judicieux, c'est peut-être pas le bon mot, mais comme, tu sais, dans tout ce qui est Mozamia, médiation, processus collaboratif, on parle beaucoup de climat de confiance, de confidentialité renforcée, par exemple dans le processus collaboratif, où on est vraiment attaché à l'idée que tout ce qui est dit ne sort pas. Mais ça veut dire qu'on met en place dans un cadre qui permet la liberté de parole, qui permet la liberté d'expression, qui permet de créer beaucoup de confiance qui aide à la résolution du conflit. Alors que là, dans le PCR, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça n'est pas suffisant, c'est le constat que tout ça n'est pas suffisant et que du coup, à un moment donné, c'est au contraire important de bien marquer la notion de transparence et du juge, comme si le juge est considéré du coup le juge comme un juge d'appui de celui qui va, c'est pas comme le père Fouettard, mais c'est un peu ça, quoi. C'est dans une parentalité à construire, mais avec à sanctionner aussi si les principes et les valeurs essentielles qui gouvernent notre société et la vôtre particulièrement, et je suppose que ça doit être l'intérêt de l'enfant, font que c'est nécessaire qu'il y ait cette transparence-là. Non ? L'expression que vous avez du père Fouettard, c'est exactement ça. Je n'aurais pas une meilleure expression. C'est que dans le modèle PCR, j'ai besoin du père Fouettard. Si je n'ai pas le père Fouettard, même si les IDF et les avocats peuvent travailler ensemble, dans certains modèles, dans certains pays, ils ont ce modèle-là de travail d'avocat avec un intervenant sur la dynamique familiale, mais sans la supervision de la cour, sans la supervision du père Fouettard. Il faut que les parents soient conscients que ce personnage-là peut faire des interventions très dures pour eux. Le juge demeure
demeure celui qui va les regarder travailler et qui leur dit vous devez travailler, vous ne pouvez échouer dans l'effort de collaboration que vous faites. Parce que moi, je vous regarde et que je sais que si vous ne travaillez pas bien ou que vous ne vous mobilisez pas, je le saurai. On va me le dire parce que je dois le savoir. Donc, en sachant ça, les parents, l'IDF, lui, qui travaille avec les parents, bénéficie de cette aura coercitive-là du juge. Donc, son travail est encore beaucoup plus pris au sérieux. Ce que l'IDF va demander aux parents, c'est pris au sérieux parce que l'IDF est un peu le prolongement du juge parce qu'il a reçu du juge son mandat. Donc, oui, le père Fouettard, on en a besoin. On est dans une parentalité éducative renforcée. Absolument. Oui. Et dans certains cas, c'est peut-être, je ne sais pas, tu vas peut-être nous faire part de d'un retour d'expérience, puisque j'ai cru comprendre que ça faisait 10 ans que ce PCR était en place maintenant, sauf si je me trompe. Mais oui, c'est le constat que malheureusement, pour certaines situations très spécifiques, au conflit, il n'y a pas d'autre solution. Oui, en fait, le PCR1, qui a été la première mouture de notre projet, on a pu bénéficier d'une équipe de recherche qui a produit un rapport sur les familles qui avaient fait l'expérimentation du PCR1, qui n'est pas tellement différent du PCR2, là. Et oui, l'amélioration était notée. Oui, il y a eu des histoires, des belles histoires qui se sont bien terminées, des histoires de famille qui n'auraient jamais été la même sans le PCR, des reprises de contact, des liens qui étaient coupés qui ont été remis en place, des situations qui ne se sont pas rejudiciarisées suite au PCR1. Le niveau de satisfaction et la réussite du PCR, il ne faut jamais évaluer ça avec ce que les parents nous en disent, mais plutôt avec le bien-être de l'enfant dans la famille. Parce que le parent qui s'est vu bousculé dans ses habitudes et dans sa manière d'être peut avoir des critiques beaucoup plus acerbes. Et le parent qui, lui, a retrouvé peut-être le lien avec son enfant, n'a peut-être pas eu une garde partagée comme il s'y attendait, mais à tout le moins a un lien, peut avoir aussi certaines réticences à dire que c'est parfaitement bien. Puis je les comprends, là, ces parents-là sont dans une situation absolument terrible. Mais tous les professionnels qui œuvrent, là, les avocats, les juges, les psychosociaux, tout le monde dit que le PCA, c'est la seule solution pour ces situations-là. C'est une très bonne solution. Le modèle, il fonctionne bien. Mais c'est sûr qu'on a rencontré au cours de notre parcours, puis qu'on en rencontre encore des situations de PCA qu'on n'aurait jamais dû prendre. On n'aurait jamais dû intégrer ces situations-là dans le PCA parce que c'est des situations familiales qui étaient l'équivalent d'un cancer en phase terminale. On ne peut pas non plus tout faire. Il y a des situations avec lesquelles on ne peut rien faire. Puis, c'est sûr que si on est mis face toujours à des échecs parce qu'on choisit des dossiers trop durs, on va se décourager. Mais donc, d'où l'importance d'avoir un triage plus performant. Mais c'est sûr que le pouls auprès des intervenants là, psychosociaux, juges, avocats, c'est sûr que le PCA, c'est un beau modèle qui a besoin toujours de s'améliorer parce que là, on est dans la troisième mouture. PCR 3 va peut-être voir le jour parce qu'on essaie d'avoir un renouvellement des subventions auprès du gouvernement. Je l'espère que ça va fonctionner. Parce que nous, le PCR était intégré dans le district judiciaire de Québec, de la ville de Québec et des environs. On l'avait aussi exporté dans le district judiciaire de Saguenay. Et tous les autres districts judiciaires de la province en veulent maintenant parce que c'est un modèle qui fonctionne bien. Pour la première fois, la Cour supérieure a des outils avec lesquels elles peuvent travailler avec une famille. Donc, on a vraiment un modèle structuré. Là. Moi, quand je suis allée implanter PCR au Saguenay, là, je suis arrivée avec, entre guillemets, un kit pour que le juge en place puisse s'en occuper, le faire fonctionner de façon autonome, que l'avocat sur place puisse être l'équivalent de ce que je suis à Québec. Bref, on va vraiment implanter, on exporte le modèle qu'eux vont aussi avoir
adaptés là, à leur réalité régionale. Et je le comprends, là, chaque modèle doit être adapté, mais avec quand même déjà une recette qui fonctionne bien. Fait qu'on leur dit, ben, si vous voulez rajouter quelques ingrédients, ça va, mais de base, vous avez cette recette-là qui me semble fonctionner. Est-ce que tu peux me décrire le déroulé du début jusqu'à la fin d'un dossier avec une orientation en PCR? Ben, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première audition là, qui va durer 3 heures, qui est la mise en place, qu'on appelle l'audition principale, l'audition, voyons, du début. Il y a ça. Ce sont les avocats qui le font, un des avocats, ensemble, les parents, un seul des parents? L'audition dans laquelle le juge donne le mandat à l'IDF, là où tout le monde est présent, ben ça, c'est la première phase. Après ça, ben, le travail se fait avec l'IDF et les parents. Il peut y avoir des suivis ponctuels. Normalement, le modèle a 3 phases. La phase du début, le milieu où on fait le point, puis la fin où on fait une audition finale. Mais les modèles est très souple et dans chacun des PCR, ça s'est décliné de façon différente. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'au cours d'un PCR, ben, le juge va faire des conférences téléphoniques de suivi avec les avocats et l'IDF pour savoir comment ça va. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une audience en salle de cours parce qu'un des parents ne travaille pas bien? Et des fois, ça va survenir que le juge va dire, je veux vous voir en salle de cours, monsieur, madame, vous avez des choses à me dire, puis je vais aussi, moi, avoir des choses à vous dire. Donc, le juge peut, durant ces séances-là, recadrer un peu le travail, aller donner à l'IDF encore plus de pouvoir en transférant là, sur l'IDF son pouvoir coercitif, en disant aux avocats, aidez vos parents à travailler. Normalement, ça va durer de 12 à 18 mois un PCR. Alors, il va y avoir ça. L'IDF va faire des rapports aux 3 ou 4 mois à peu près, qui va être transmis au juge. Et tant que ça va bien, on n'est pas obligé de retourner en audition. Puis, ça peut se terminer avec une audition finale au cours de laquelle tout le monde est encore une fois présent en salle de cours et on fait état de l'avancée, des progrès. Il y a un rapport qui est déposé par l'IDF. Les parents vont s'exprimer et un jugement final sera rendu. Moi, j'en ai fait 3 des PCR. Les 3 ne se sont pas déroulés de la même façon parce que c'est encore très souple et ça dépend du juge qui va le gérer, son PCR. Mais moi, dans un des modèles, j'ai eu une audition finale là, où tout le monde s'est exprimé, puis la juge a rendu une décision. Il restait certaines questions qui devaient être tranchées. La juge a tranché les questions. Les parents se sont exprimés, mais ça n'était pas lors d'une audition standard classique avec interrogatoire contre interrogatoire. C'était vraiment, on laisse la place aux parents et c'est le juge qui pose des questions, alors que normalement, c'est les avocats qui posent des questions. Le juge pose des questions, les avocats peuvent intervenir de façon ponctuelle. Il n'y a pas de contre-interrogatoire. Tout est fait dans un respect absolu. Oui, donc un juge qui est là pour surveiller, oui. un intervenant thérapeute, l'IDF, qui est là pour conduire de manière thérapeutique à la résolution de la problématique parentale, qui a été assez bien identifiée, et puis des parents acteurs engagés, contraints à l'engagement en tout cas, et puis des avocats qui soutiennent, qui collaborent ensemble au bon déroulé de ce PCR. Et dans une issue favorable, eh bien, les jugements sont pris pour voir homologuer sûrement des accords ou les décisions qui ont été prises. Et puis sinon, je suppose, si ce n'est pas le cas, dans le cadre des conférences, dans le cadre des auditions à la cour, du coup, peut-être des décisions qui sont prises dans le déroulé normal en fait d'une procédure judiciaire avec ce que tu avançais, audition des avocats où chacun pose des questions et puis le juge qui tranche. Oui. L'avocat, en fait, si vous voulez avoir l'étiquette de l'avocat dans un PCA, pour moi, l'avocat, c'est un coach. C'est le coach. Ah ouais. Ouais. Ça va même plus loin. L'avocat est un coach, l'avocat est en soutien, est créatif, collaborateur. C'est très agréable, mais en même temps, pour un avocat d'avoir ce rôle-là, ça devient aussi beaucoup plus
je dirais, c'est engageant. On doit se rapprocher un peu plus des clients nécessairement. On ne peut pas rester à distance parce que pour être capable de leur permettre ce cheminement-là, on doit aussi se rapprocher d'eux. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, mais alors là, pas du tout. Les avocats qui seront jamais capables d'avoir cette vision-là, de cesser d'être essentiellement une courroie de transmission, puis de vouloir à tout prix s'engager dans un litige. Là, on l'a vu dans le PCR, il y a des avocats qui, d'ailleurs, lorsque les demandes sont faites de ces avocats-là pour intégrer le PCR, on dit non parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Là, Ah oui. Oui, oui, donc c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas vrai que c'est fait pour Ah, tout mais le monde. ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas fait pour tout le monde et c'est une vraie, c'est un vrai talent en fait, de passer de la culture judiciaire traditionnelle à une culture collaborative, amiable, qui va au-delà de l'amiable et qui est dans l'accompagnement très proche du coach, comme tu l'évoques. C'est un travail sur soi énorme pour pouvoir être à la juste place en soutien de ce parcours. Oui. Super, merci beaucoup de cet échange. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou qui te semblait important de présenter? On arrive à 1 heure de présentation. On pourrait en parler encore pendant des jours et je suppose qu'il y aura encore plein de questions et peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle interview. Mais est-ce que tu En veux fait, rajouter quelque chose? ce que j'aurais le goût de dire pour terminer, c'est que c'est ce beau mélange-là, cet échange-là et cette formule interdisciplinaire-là, elle fonctionne bien. C'est, à mon avis, une des formules gagnantes pour bien gérer ces situations conflictuelles. Il faut savoir travailler ensemble, apprendre le langage de l'autre. J'ai appris à parler psychologue, les psychologues ont appris à parler avocat. On apprend le langage de l'autre. Tout est dans la détermination, dans le respect de nos frontières aussi, même si on s'approche de chacune de nos frontières nécessairement parce qu'on travaille en collaboration interdisciplinaire. Mais c'est une richesse, la richesse du travail en interdisciplinarité est extraordinaire. Ça ouvre des horizons et ça rend heureux dans le travail qu'on fait. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment... moi, je prends mon pied total dans ces modèles-là parce que c'est... C'est-à-dire que Sophie, je me demande si je ne vais pas aller m'installer au Canada quand je vois comment ça fonctionne en France. Je me dis, mon Dieu, quel travail. Déjà, ne serait-ce que savoir travailler ensemble et pouvoir, le juge, les avocats et les acteurs psychosociaux, juste se connaître et se faire confiance, déjà, ça va être notre premier chemin en Mais bonne France. chance, mais allez-y, c'est tellement fantastique. Mais oui, mais en tout cas, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Sophie, je te remercie pour cet échange. C'était très riche, très intéressant. Je suis ravie de t'avoir entendu sur ce sujet passionnant et j'espère en effet que il y aura un PCR 4, 5, 6 que vous allez updater comme ça pour en faire un outil magnifique pour répondre aux besoins de ces familles en difficulté et dans des situations de haut conflit et apporter une réponse tout en sachant, comme tu as très bien dit, que parfois le cancer est là et que malheureusement, il n'y a pas de solution à toute situation. Mais en tout cas, celle-là existe et je suis ravie de t'avoir entendu sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Alors, bon samedi. Bon samedi. Bye.